1989-91 ouvre une nouvelle phase de réinsertion dans le monde capitaliste et l'enjeu est de savoir réinsertion où. Et effectivement, alors l'ambiguïté de l'Union européenne, c'est que pour toute une série de populations, d'idéologues d'Europe de l'Est, adhérer à l'Union européenne, c'est d'une certaine façon échapper à la périphérisation pour entrer dans un centre. Le problème, c'est que c'est un centre avec des rapports très inégaux et que d'autre part, avant d'entrer dans le centre, les critères mêmes d'adhésion sont, ce que je disais tout à l'heure, l'équivalent de ce que le Fonds monétaire international a imposé aux pays du Sud comme politique d'ajustement structurel, de transformation radicale. Il y a un intérêt commun face à un capitalisme globalisé qui est en crise dans son centre lui-même et qui remet en cause dans son centre lui-même toutes les promesses du passé, y compris de développement, d'accès aux services sociaux, de réduction des inégalités, etc. Les propositions, elles naissent aussi très très largement de l'expérience, sauf que pour l'instant, l'expérience des résistances est très atomisée, dans un très mauvais rapport de force. Même si c'est difficile, même si ça implique une transformation des rapports de force pour y arriver, d'avoir comme horizon un changement de système avec des résistances du local au planétaire, là où on est confronté, par exemple, face aux accords internationaux. Donc il faut arriver à des alliances très vastes, recomposées, mais où les enjeux démocratiques, sociaux, environnementaux sont tout à fait essentiels, avec des échelles à trouver intermédiaires, comme les latino-américains essayent de le faire. Je pense qu'au niveau européen, il faut essayer aussi. Dans le vocabulaire utilisé par les dirigeants et derrière eux les lobbies des multinationales, il y a une stratégie pour utiliser des mots qui paraissent positifs et pour lesquels on a du mal à marquer une opposition. Dire qu'on est contre le libre-échange, et quoi, on veut arrêter de manger des bananes? Bah non, on veut que chacun reste chez toi, on est protectionniste. Non, la question n'est pas là. Donc les mots sont pervertis. Ce n'est pas le principe même du libre-échange auquel on s'oppose, mais ce qu'il y a en fait vraiment derrière. Derrière le mot libre-échange, en fait, se cache un échange foncièrement injuste où on donne en fait tout le pouvoir aux multinationales et on écrase tous les autres corps sociaux de la société, y compris le petit patronat, y compris les agriculteurs, y compris les consommateurs. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une logique à l'œuvre qui détériorait les droits de toute une série de catégories sociales, consommateurs, infirmières, pêcheurs, agriculteurs. Il y a des tentatives de rapprochement des mouvements sociaux, comme par exemple Altersumit ou Blockupy, qui sont des initiatives intéressantes et qui, par exemple, ces deux-là cherchent à discuter entre elles. Parce que le problème, c'est que tout le monde a sa plateforme et donc déjà, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire converger les luttes vers un mouvement commun. Donc essayer de créer un maximum d'alliances pour que cette lutte puisse non seulement se maintenir, mais se développer, et alors rentrer en réseau et en relation avec d'autres luttes qui se passent notamment dans d'autres pays d'Europe pour s'inspirer, pour se nourrir, et parvenir à un moment à avoir une unification ou une coordination. Et comme le disent les Indigènes, les Indignés, on est 99%. Donc si on est bien organisé et qu'on se met tous ensemble, on gagne.
En 2011, on a eu déjà une manifestation assez importante, environ 300 000 personnes. On peut même se demander mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une révolution là ou quoi? Non, il n'y a pas une révolution. Peut-être ce n'est pas si facile que ça analyser pourquoi rien ne s'est passé après. Mais on peut commencer par vérifier que ces manifestations, dans ces mots d'ordre, ne présentaient pas des propositions politiques du genre que mènent les gens à s'organiser d'une façon autonome. Donc le discours est resté au niveau superstructurel. On fait aussi des assemblées ou des événements dans la rue où on essaie d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec la dette. Le travail principal, c'est de réinventer l'auto-organisation des travailleurs. D'une certaine façon, démarrer à zéro, d'une telle façon que plus tard, ce soit possible de mettre sur table les grandes questions comme la dette, par exemple. Dans notre groupe, nous, on est beaucoup des gens de ma génération, donc des jeunes retraités en quelque sorte. Et moi, j'enseigne aussi. Et là, je suis avec les étudiants. Bon, ben, il y a des étudiants qui sont un peu à gauche, mais ils ne sont pas formés. Enfin, les jeunes, c'est des jeunes. Hein? Évidemment, il leur manque l'expérience qu'on a quand on a 60 ans. Je pense que pour les jeunes, c'est presque impossible parce qu'il y a une insécurité existentielle très, très forte. Il n'y a pas de statut de fonctionnariat, c'est-à-dire que quelqu'un qui est professeur, quelqu'un qui est dans l'administration n'est pas du tout sécure en disant qu'il a un job et il peut le garder. Donc personne n'ose lever la tête. C'est très compliqué actuellement. La situation est très, très compliquée. Tout se superpose et il y a des changements très rapides. Hein. Je pense que la grande média, la média officielle, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, objectivement, ils étaient achetés. C'est-à-dire que ça appartient, ça devient un investissement capitalistique comme une entreprise de n'importe quoi. Et ça fait partie du lavage du cerveau. Hein. Et les gens, ils sont encore habitués. Encore que, paraît-il, qu'il y a moins en moins de gens qui écoutent, qui regardent la télévision officielle ou qui lisent les journaux officiels. Alors maintenant, je pense qu'il y a une émergence des nouveaux types de médias. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se mobiliser tout seuls, avec les copains autour, et puis ça, c'est les copinages qui se fait. Et c'est, par exemple, quand on organise une rencontre de quelque chose, tout le monde veut intervenir. C'est-à-dire que le global, c'est quelque chose de catastrophique, mais je pense que localement, les gens ne sont pas si bêtes que ça, et puis la presse peut faire n'importe quoi. De toute façon, il y aura, et il y a déjà, et il y aura toujours hein, les gens qui... Non, je vois les faits. Pour moi, la lecture, c'est autre. Et après, on commence à réfléchir.
Moi, j'essaye surtout d'informer de ce qui se passe. Après, ça serait bien d'essayer d'avoir un mouvement de solidarité, notamment avec les acteurs sur les luttes environnementales. Il y a tout un pendant des politiques d'austérité, de la crise de la dette dont on parle pas énormément à l'étranger, même s'il y a quand même des infos qui arrivent à passer, qui est en fait la destruction de la nature, l'appropriation des biens communs. C'est des processus qui sont assez nouveaux, qu'on connaissait auparavant dans le Maghreb, par exemple, mais qu'en Europe, on n'a pas encore connu, quoi. Et même les agrocarburants, c'est vrai que c'est plus en... Enfin oui, il y en a en France aussi, mais pas... C'est sur des terres agricoles, tandis que là, c'est vraiment des terres publiques qui sont privatisées, enlevées du bien commun et cédées à des entreprises qui investissent avec l'argent reçu pour le sauvetage, c'est-à-dire en échange de l'application des mesures d'austérité. Il y a des énormes résistances en Grèce contre tous ces projets-là. Par exemple, contre les énergies renouvelables industrielles, il y a une coordination de plus de 200 associations en Crète qui luttent contre ces projets-là, qui est extrêmement populaire. Des fois, on a l'impression que le processus s'arrête, mais ils trouvent toujours des nouvelles choses pour continuer. C'est-à-dire que là, on disait, OK, il ne reste plus grand-chose aux Grecs, bon, ça va s'arrêter. Ben non, il leur restait la terre, il leur restait la mer, il leur restait le soleil ou le vent, et ils sont en train de leur prendre ça aussi, quoi. Et il faut qu'on fasse vraiment... Enfin, c'est vraiment une nouvelle étape, à mon avis, de ce processus-là, de l'ultralibéralisme, qui se traduit par cette dépossession vraiment à très très grande échelle. Et il faut qu'on soit vraiment vigilant sur ces questions-là et qu'on élargisse les luttes. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que Hansen, un climatologue américain, disait qu'au rythme où on va, c'est plus 16 degrés en 2100 qu'on va atteindre. Donc effectivement, le climat, moi je suis très impliqué dans l'Alternativa. Le climat, c'est vraiment essentiel. Je veux dire, on ne peut pas ne se focaliser que sur les luttes sociales, même si elles sont évidemment que c'est très important. Mais on voit bien que l'écologie, l'environnement sont des choses absolument fondamentales. On voit bien que les accaparements de terre en Afrique privent des gens qui vivaient depuis des millénaires dans des endroits et les mettent dans des bidonvilles. Donc tout ça est absolument lié. Et pourquoi il y a des accaparements de terre? C'est au nom de la dette, c'est au nom du productivisme, c'est au nom de l'extractivisme, au nom de tout un tas de choses qui sont pas directement apparemment du social, mais qui ont des répercussions sociales absolument colossales. Comme dit une syndicaliste, Anita Rosenberg, elle dit « on ne créera pas d'emploi dans un monde mort, détruit ». Si le biotope est détruit, il n'y a plus d'humain, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de social, il n'y a plus rien. Et ça, cette compréhension, oui, elle est en train de venir. Au CETM, elle vient à Attac, elle vient partout. C'est vraiment important. Bien sûr, c'est beaucoup trop lent. Le capital et les entreprises sont tellement puissantes qu'elles continuent pour faire, au nom du profit, à faire n'importe quoi. Mais cette prise de conscience populaire, si elle se fait comme ça et qu'elle continue à se faire comme ça, je pense qu'elle va avoir une influence sur ces destructeurs organisés de la planète, ces junkies du profit. J'habite à Valencia en Espagne. Avec d'autres camarades, on a lancé un petit groupe de militants contre le paiement de la dette illégitime et pour l'audit. Et comme il y a depuis 2012 s'est mis en place la plateforme pour l'audit citoyen de la dette espagnole, on a fait une antenne à Valencia. Il y a eu les marées
donc des revendications sectorielles qui se sont mises en place donc, dans la santé, dans l'éducation, dans différents secteurs. Et là, il y a eu l'irruption de Podemos, c'est devenu la 4e force politique du pays, donc c'est devenu un élément incontournable de la politique en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement en vue des élections, du pouvoir, puisqu'ils ont eu 5 eurodéputés, mais c'est aussi comment ça s'est organisé très rapidement à travers des cercles de militants de base dans toute l'Espagne. On voit les gens des quartiers qui s'intéressent à nouveau à leurs affaires. C'est ça la politique en fait. Et ça donne un espoir énorme, sachant que ça représente beaucoup de gens qui se retrouvent. La dernière assemblée de Podemos à laquelle j'ai participé, on était quand même 400 personnes à Valencia, c'est pas rien. Et donc oui, ça donne espoir de voir les gens dans les quartiers qui se réunissent à nouveau. Il y a à nouveau des groupes thématiques, donc sur la culture, sur l'éducation, qui se mettent en place à travers cet instrument-là de Podemos. Nous, en tant que militants de la plateforme d'audit citoyen de la dette, on a notre mot à dire et essayer de faire en sorte de rejoindre ces mobilisations sectorielles. Les gens se réapproprient leur histoire, leur vie, parce que c'est de leur vie qu'il est question en ce moment, parce qu'on est dans un tel état de délabrement social, de précarité. Les gens se mobilisent pour dire... Pour reprendre en compte leur vie, que soit repris en compte leur vie et pour essayer de faire ressusciter l'espoir, justement. Le mouvement social populaire est en train d'écrire l'histoire en Espagne et il va y avoir des changements. Alors on ne sait pas, on ne peut pas dire ce que ça va donner, mais il y a une volonté depuis la base, c'est ça qui est intéressant, d'essayer de changer les choses. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прокурор приготовится, начали. Начали. We used to have around 100,000 of toxic loans given out to the households, and the Croatian population is 4 million, so it was a huge impact. And those loans were denominated in Swiss francs. So, as you know, the Swiss franc increased in value, and the debt increased artificially, and people are paying off in Croatian kunas, so their debts increased, and it became really a huge burden for the households. Many are paying more than half of their income, and this had a huge impact mostly to the middle class households who were eligible to take out the loans in the beginning. So we organized that association, and now its membership is 20,000 people, so it's huge membership. We are financed almost completely from the membership fees, and it's really huge organization, and we had a campaign to change consumer protection, consumer crediting law, and our main fight was legal action. We filed a collective lawsuit against 8 biggest foreign-owned banks in Croatia who issued those toxic loans. Year and a half ago, last year in June, exactly, there was a first instant verdict, and that verdict was completely in favor of the debtors, so banks lost. After that, we mobilized, and government completely ignored us, and then
after 2 years of campaigning, they did introduce some amendments to the consumer crediting law that regulated the way interest rates are contracted. But again, the way banks applied those new law to existing contracts was again unfavorable to clients, and so it's ongoing fight. I was really quite more optimistic a year ago, because now they, in a way, I should say, kind of tricked us, because they used this law improvement that was again implemented in a not that good way. After 2 years of campaigning and fighting, led us again in a way to the beginning point, but I think what we really accomplished is that there was really huge debate. We changed opinions with regards to whose fault it is. In the beginning, especially financial and analysts, experts always were giving this narrative of irresponsible debtor and so on and so on. So we changed a bit this, and we, in a way, educated the government regarding this problematic, but in power relations terms, it's still ongoing fight. Au départ des Français, le pays était vraiment pillé par le colonialisme, et il manquait de moyens pour redémarrer. Et donc là, on est tombé automatiquement dans les bras de la Banque mondiale et du FMI qui ont donné de l'argent à ce moment-là, comme les taux d'intérêt étaient largement prêtés, voilà. Le Maroc va se trouver dans une situation de difficulté de paiement, il ne paie même plus ses intérês. Alors là, c'est l'imposition du programme d'ajustement structurel avec tous les effets sociaux qu'on a connus dans les pays du tiers-monde en général. Et là, on assiste encore à une ouverture généralisée du Maroc avec les accords de libre-échange avec l'Union européenne, par la suite avec les États-Unis, avec un ensemble. Maintenant, on est arrivé quand même à des accords de libre-échange avec 56 pays. C'est-à-dire qu'on veut approfondir ce qu'on n'avait pas touché dans la première série des accords, pour toucher toute l'activité, y compris les services, les banques, les assurances, pour la mainmise du multinational sur les activités économiques. Et donc les résistances aujourd'hui, on trouve le culminement de ces résistances dans le mouvement du 20 février. Et donc ça a démarré chez nous le 20 février 2011. Et donc ça a été une suite logique de toutes les résistances qu'a connues le Maroc. Et donc là, on avait des marées de toutes les catégories sociales qui se sont mobilisées pour mettre en évidence la crise de la question sociale. On se considère, nous, comme association d'éducation populaire, et du coup, on s'est trouvé dans les rues en train d'expliquer pourquoi on est arrivé à ce stade-là. Le pouvoir anticipe d'abord, il utilise le rapport de force qui a été après le 20 février, que maintenant, pour détruire tout ce qui est resté et anticiper sur les luttes qui vont venir. Et donc là, on assiste à un tournant répressif qui va avec l'ampleur des réformes imposées. En 2011, 1200 victimes
ont porté plainte contre les 4 plus grandes associations de microcrédit au Maroc. Avant qu'ils manifestent, on travaillait beaucoup sur le microcrédit donc voilà. Et donc on est allé là-bas, on a fait 2 caravanes nationales, la première le 8 mars 2012 et la deuxième en fin 2013. Après la caravane internationale, maintenant on veut donner plus de crédibilité à ce mouvement de lutte à travers des enquêtes de terrain plus approfondies et aussi des études de contrats. Des études de contrats avec des juristes et tout pour déceler les failles des contrats et des documents qu'on fait signer à ces femmes. On a des femmes mendiantes, des femmes qui se prostituent et des suicides. Le seul objectif, c'est la bancarisation des pauvres. Oui, on est bien d'accord. Et voilà, on est bien d'accord. Et vendre tous les produits qui vont avec le microcrédit. En fait, ils promouvoient la microfinance parce que c'est un léger calmant à des modèles économiques qui n'ont pas su... Parce que les gouvernements sont en connivence avec les banques de toute façon. C'est ça, voilà. hein. Ouais. Et aussi, c'est un calmant. Ça calme le peuple, le peuple qui n'a pas un bon service public, qui n'a pas une bonne éducation. Au moment où il paye 100% d'intérêt. Exactement. Donc c'est un calmant, c'est un semi-calmant. Voilà, mais semi-calmant, c'est pas... C'est un calmant excitant, mais ça calme aussi un modèle économique qui n'a pas su répartir les richesses entre les régions du pays. Et nous sommes mobilisés parce que de 87 à 90 et de 90 à 93, il y avait le programme d'ajustement structurel au Bénin. C'est des politiques qui sont dictées par la Banque mondiale et le FMI. Mais la deuxième étape qui obligeait forcément à faire sortir les fonctionnaires de la fonction publique, on l'appelle le départ ciblé. Mon mari fait partie et voilà, j'étais victime. J'ai perdu une de mes filles, la première fille d'ailleurs que j'aimais avoir dans ma vie. Je l'ai vue mourir dans mes bras comme ça sur mes yeux parce qu'il n'y avait pas du tout les moyens financiers pour l'amener à l'hôpital et voilà quoi. Donc un peu cela m'a révoltée et on s'est mobilisé pour dire nous allons comprendre ce qui se passe pour que ça arrive à un moment donné. Et puis un beau jour, tout le monde se trouve dans la rue, les femmes, les hommes, voilà. Et pour le faire, il faut quand même trouver une échelle pour se mobiliser entre nous les femmes. Donc c'est pour cela que nous avons créé notre propre système d'épargne et crédit. Et ce système-là, ça nous permet vraiment d'avoir de crédit et de faire les commerces, de faire les projets. Et c'est basé spécialement sur le social et non sur le profit, comme les institutions de microfinance le font. Donc tout l'argent aujourd'hui qui se trouve dans ce système et que nous pilotons, nous gérons, c'est nos propres efforts de nos moyens financiers. C'est la microfinance sociale, voilà. Quoi. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau des autres institutions de microfinance. C'est la vraie microfinance. C'est la vraie alternative. Nous travaillons également sur nos droits et nous attaquons les angles vraiment précieux du pays. Par exemple, la problématique de la dette, nous attaquons ça. Parce que nous voulons comprendre, parce que ce qui se passe dans ce cercle vicieux, pourquoi nous nous sommes endettés et comment cette dette-là se paye. Nous voulons comprendre, c'est pourquoi nous avons mis sur pied aujourd'hui au CADD un comité pour l'annulation de la dette du tiers du monde. C'est pas gentil avec le gouvernement ce que tu fais. Voilà, donc tout ça là, ça les embête et voilà. Et, pas de subvention, pas d'argent, mais nous on ne s'inquiète pas, on est cool et on sait là où on va, on connaît notre vision et on poursuit, on fait notre petit chemin. You took my ever you